Donc, on va parler de la chimie sodium et des gaz associés dans les réacteurs rapides et des acquis de Phénix, Superphénix et d'évoquer quelles recherches on pourrait faire dans l'avenir sur le sujet. Je me présente très rapidement. J'ai commencé ma carrière dans le domaine des réacteurs rapides à sodium, Superphénix, Phénix, puis à Cadarache, j'étais chef de labo. Puis après, j'ai dirigé 3 réacteurs. Le réacteur Osiris à Saclay, après le réacteur de la Commission européenne en Hollande, et après, je suis revenu pour redémarrer le réacteur Phénix sur Marcoule. Et le réacteur Phénix s'est arrêté en 2009. Et puis après, je suis devenu directeur au CEA. Après, j'étais viré en tant que directeur par Béard quand il est arrivé. J'étais 2 ans, j'étais 2 ans attaché nucléaire à l'ambassade de France à Berlin. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mes chefs, après l'expérience directeur où je m'étais énormément ennuyé, parce qu'on était toujours en réunion et on ne servait à rien finalement. Et donc, quand je suis revenu, je ne voulais plus de poste hiérarchique et j'ai demandé à revenir au niveau de la technique. Et j'ai dit, je vais faire un bouquin sur le Rex de Phénix. Et donc, je me suis mis à travailler sur thème par thème. Qu'est-ce qu'on a appris à Phénix en mécanique, en neutronique, en matériaux, en combustible. Ça m'a pris un an avec des réunions de travail avec des spécialistes et tout. Et on a sorti le bouquin Rex, Retour d'expérience de Phénix. Là, M. Bréchet, qui était au commissaire, a vu le bouquin, m'a dit, c'est qui a fait ça? Il m'a convoqué. On a sympathisé, donc je suis rentré dans le cabinet du haut commissaire. Et là, ça m'a permis d'avoir les données pour Superphénix. Parce que les données étaient EDF, je n'avais pas accès, mais le haut commissaire pouvait avoir accès. Donc j'ai recommencé le travail sur Superphénix, ça m'a pris un peu plus d'un an aussi, pour avoir toutes les données pour les matériaux, la neutronique. Donc je faisais thème par thème. Et donc c'est des bouquins, quand on ouvre le bouquin, il y a la table des matières. Si on veut savoir quels matériaux utiliser, ben on va au chapitre matériaux, puis on a les matériaux qui n'ont pas marché, ceux qui ont marché. On a tout ça. C'est pareil en neutronique, tous les problèmes de composants aussi, composant par composant. Enfin, on a tout le. J'ai essayé de tout résumer à un bouquin. C'est des trucs qui pèsent 1 kilo et qui, pour caler une armoire, c'est bien. À lire, c'est vraiment. Alors tous les gens qui travaillent sur les rapides les ont ces bouquins parce que c'est la Bible, quoi. Mais à lire, c'est pénible. Hein. C'est pas. Et voilà. Et donc, tous les gens qui travaillent sur les rapides actuellement en France ont ce livre qui est épuisé. Il a été réédité, était édité en anglais, était réédité. Maintenant, il est un peu épuisé. Voilà, c'est le livre sur le retour d'expérience. Alors, plus récemment, j'ai écrit un livre, non pas sur le passé, mais sur l'avenir des réacteurs rapides. Donc, c'est le réacteur rapide, le nucléaire du futur. Alors, ce livre est sorti en 2024. À peu près l'équivalent est sorti en 2023. C'est les éditions américaines Elsevier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des éditions un peu prestigieuses qui m'avaient passé un contrat, parce que nul n'est prophète en son pays. Et donc, ils m'avaient passé un contrat pour faire un bouquin sur les rapides du futur. Donc, j'ai réutilisé pas mal de données de ce bouquin qui est sorti en anglais aux États-Unis. Et j'ai sorti en français ici, c'est EDP Science. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous voyez le texte qui est en bas, c'est nos déchets nucléaires vont-ils passer à la poubelle ou fournir notre énergie pour des milliers d'années? Hein, c'est un peu le résumé du livre. Pour ceux qui l'ont lu, vous verrez, c'est quand même impressionnant de voir qu'on dépense des milliards tous les ans pour acheter du combustible, des choses comme ça, alors qu'on a en France des réserves qui permettraient de fonctionner avec des rapides pendant des milliers d'années, ce qui est stocké en France. Alors, j'ai peut-être. Oui. Pourquoi le sodium? Alors là, tout le monde connaît ça. Là, c'est que l'eau ralentit les neutrons. À cause des atomes d'hydrogène dans l'eau, les neutrons se ralentissent rapidement. Et il faut un autre fluide de refroidissement si on veut un réacteur dit rapide. C'est-à-dire des neutrons qui sont rapides, pas retardés. Et on a tous les avantages correspondants sur la consommation d'uranium. D'autres fluides sont possibles. Actuellement, il y a trois secteurs qui travaillent sur réacteurs rapides en France. C'est le réacteur sodium, c'est Hexana en particulier. Il y a les réacteurs au plomb, c'est Nucléo qui travaille là-dessus, et les réacteurs à sel fondu. C'est les 3 types de réacteurs à l'étude en France actuellement sur les réacteurs rapides. Aujourd'hui, on ne parlera que du sodium. Alors, à l'origine, c'est-à-dire dans les années 60, c'est le sodium qui a été retenu pour un certain nombre de raisons. D'abord, son abondance. Le sodium, c'est facile à avoir, c'est NaCl, électrolyse, c'est pas cher, et quantité infinie, donc ça, c'était intéressant. Les qualités thermiques, les qualités neutroniques, et aussi pour les qualités chimiques qui sont l'objet de la présentation d'aujourd'hui.
Avant de rentrer dans la présentation, un petit rappel sur la nécessité des rapides, des réacteurs rapides pour le futur. Alors, on nous parle de transition énergétique. En fait, il faut remplacer les énergies fossiles par des énergies qui ne font pas de CO2. C'est le truc de base. Alors, vous voyez ici, si on utilise l'uranium comme on fait aujourd'hui dans les réacteurs à eau, voilà les réserves mondiales d'énergie disponibles. Le gaz, le charbon, le pétrole sont nettement supérieurs à l'uranium. Si par contre on utilise l'uranium, les 350 000 tonnes qu'on a en France, si on les utilise dans les réacteurs rapides, voilà ce que devient la prospective pour le monde. Et quand on voit ça, on voit très bien aussitôt qu'à partir de 2040-2050, si on veut vraiment sortir des énergies fossiles, il n'y a que les rapides qui pourront nous y amener. C'est ce que j'explique dans le livre, il y a un chapitre entier sur la question. Mais ça, c'est un truc de base qu'on doit avoir. Les rapides, il faudra les faire. Alors, est-ce que c'est 2030, 2040, 2050, 2060 ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on met tous les œufs au même panier. On dit de l'uranium, il y en aura. Et puis, on fait des EPR2, et on ne fait rien au niveau des rapides, depuis l'arrêt de Superphénix. Alors, c'est dramatique parce qu'il y a une longueur de temps avant d'avoir une filière qui fonctionne. Si demain, on disait on fait des rapides, le premier rapide, il va démarrer en 2040, 2050, je ne sais pas quand. Et les problèmes d'approvisionnement d'uranium seront déjà sur place, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, urgent de démarrer au moins quelque chose. Alors c'est pour ça que j'ai fait le livre, c'est pour ça que je fais des conférences sur le sujet, c'est pour ça que je vais à droite à gauche. Alors on va revenir au sujet d'aujourd'hui, le sodium. Bon, des qualités thermiques exceptionnelles, hein. D'abord, comme tout métal liquide, on peut monter à 150 degrés sans monter en pression. C'est au niveau sûreté, c'est vraiment important. Par rapport à l'eau, pour péniblement monter à 350 degrés, il faut monter à 140 bars, quoi. Alors, une capacité calorifique exceptionnelle également. J'ai mis en comparaison avec le plomb, par exemple. On voit qu'il y a un facteur énorme. Il y a une température d'ébullition élevée. Donc on a de la marge par rapport à la température maximum de fonctionnement qui est 550 degrés. On a une bonne marge de sûreté, je dirais. Et donc, comme tous les métaux liquides, des très grandes possibilités en convection naturelle. C'est-à-dire les problèmes type Fukushima, sur un réacteur rapide, vous refroidissez la puissance résiduelle en convection naturelle, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors qu'un réacteur à eau, convection naturelle, bonjour, quoi. Et donc, si vous perdez le refroidissement, le seul réacteur français qui aurait résisté à un incident type Fukushima, c'est-à-dire pas d'eau et pas de courant électrique, enfin, si les diesels ne marchent pas, il y a les diesels qui sont là pour ça, mais si rien ne marche, qu'il n'y a pas de courant électrique et pas d'eau, à ce moment-là, le seul réacteur qui aurait tenu, c'est Superphénix, qui lui, en convection naturelle, pouvait évacuer sa puissance résiduelle sans aucun problème. Alors qu'un réacteur à eau actuel, s'il n'a pas ces diesels qui fonctionnent, il ne peut pas évacuer sa puissance résiduelle par convection naturelle. Donc on a des qualités passives de sûreté très importantes grâce aux métaux liquides. Alors les qualités neutroniques, alors une bonne transparence aux neutrons, parce que les neutrons, c'est précieux, il ne faut pas les perdre. Donc il y a peu de capture, et ça maintient un spectre dur, donc avec des neutrons énergiques. Peu d'activation, SOM24 période 15 heures, SOM22 période 2-6 années, mais peu d'activation, pas beaucoup d'activation du sodium primaire ou secondaire. Alors pour SOM24, à l'époque, on arrive vite à une valeur d'équilibre. À Phénix, on arrivait, parce qu'il y a une période courte, donc on arrivait à une période d'équilibre. Vous voyez, les valeurs, c'est assez faible. Et pour SOM22, des variations sur Phénix, suivant les périodes de fonctionnement. Quand on restait à l'arrêt pendant quelques années, forcément, ça tombait, puis après, ça remontait, ainsi de suite. Mais donc, une activation très faible. Et en particulier, la faible activation permet d'avoir un circuit secondaire inactif. On n'est pas dans le nucléaire, dans le circuit secondaire, on est dans un parti chimique, hein, on n'est pas une partie nucléaire. Il n'y a pas d'activité dans le circuit secondaire. Mais par contre, le sodium a des propriétés chimiques qui peuvent faire peur. Alors, le sodium est un fluide qui médiatiquement fait peur. À qui veut avoir peur. Ceci est particulièrement utilisé par les opposants nucléaires. Donc, les écologistes qui ont lutté contre Superphénix étaient particulièrement vous mettez du plutonium dans du sodium, le sodium ça brûle à l'air, ça explose dans l'eau, vous êtes fou. Enfin bon, c'est très facile de faire des choses médiatiques comme ça, et ça fait beaucoup de tort à la filière. Et ça en fera encore dans le futur. Donc le sodium brûle dans l'air, il réagit fortement avec l'eau, et qu'en est-il réellement? Alors dans l'air, le sodium c'est un métal mou argenté. Quand j'étais gamin, on pouvait en acheter chez le droguiste.
On vous le donnait dans un papier aluminium, là, vous pouvez l'ouvrir et couper avec un couteau. Et c'est un métal mou argenté qui s'oxyde à l'air. Ils font à 100 degrés et jusqu'à 150 degrés, il peut se couler en lingotière à l'air libre. Je le sais, je le fais. On a chauffé des pièges froids à Phoenix, on faisait couler le sodium dans la lingotière qui était à nos pieds. Il n'y a aucun problème. Aux températures supérieures, peu à peu, il va prendre feu dans l'air. C'est une combustion qui est peu exothermique, qui produit une épaisse fumée, qui est initialement toxique, mais qui va très vite se transformer en carbonate. Et le manque d'oxygène va conduire rapidement à une solidification du sodium. Parce que c'est une grosse fumée, l'oxygène n'arrive pas, il y a pas. La thermohydraulique de l'air autour du sodium est mauvaise. Par exemple, l'accident Monjou, où vous avez mis une tonne de sodium dehors, bah ça fait un cône de sodium froid, quoi. Alors on peut aussi mettre des récupérateurs pour récupérer le sodium, et il n'y a pas d'oxygène, et ça s'arrête, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec la combustion de l'essence, ou du gaz, ou de l'hydrogène. Alors les gens, ils n'ont pas peur de la combustion de l'essence ou du gaz, et ils ont peur de la combustion du sodium, c'est complètement ridicule, quoi. C'est vraiment deux choses complètement... différence énorme au niveau sûreté et sécurité. Alors le sodium et l'air, ben voilà, là on voit le sodium à prendre avec des gants, parce que l'humidité de la peau peut faire de la soude sur les doigts, à prendre avec des gants, puis vous pouvez couper des morceaux, vous amuser. Alors après, la lingotière, ce que je disais, ben quand on est entre 100 et 150 degrés, on peut le couler, puis le remplir des lingots. Ça, c'est pas de problème. Et si après, si on monte et qu'on met le feu, ça fait une fumée extrêmement épaisse. Ça brûle mal et ça fait une fumée extrêmement épaisse. Alors, expérience Phénix. Sur la vie du réacteur Phénix, on a eu 33 fuites de sodium. Essentiellement sur le circuit secondaire, évidemment. Le circuit primaire, il est fermé, il n'y a pas raison de fuir. Mais le circuit secondaire, on a eu 33 fuites de taille variable, de quelques centimètres cubes à plusieurs litres. Ces fuites sont aisément détectables en cas de feu parce que les fumées sont extrêmement denses. Donc, aussitôt, il y a des appareils de mesure comme le NA101, j'en parlerai après, qui permettent de détecter la fumée. On a eu des fuites d'1 centimètre cube qui ont été détectées à 40 mètres par les appareils. Cette détection est facile. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il y a une fuite? On vidange. On vidange le circuit secondaire, on ouvre, on intervient, on répare et on démarre. Il n'y a pas de problème de sûreté, avec des problèmes de disponibilité. Parce qu'on perd du temps quand on fait ça, le réacteur est à l'arrêt. Il faut 2-3 jours pour réparer, ou peut-être des fois plus. Et après, il y a des problèmes mais au niveau sûreté, je ne vois pas tellement le problème. Super Phénix. Donc, à Phénix, on a identifié les causes de fuite. Phénix, c'est un réacteur prototype. Donc, on a des problèmes de faïençage thermique, par exemple. Le faïençage thermique, c'est la sortie d'un thé. Vous avez un mélange de sodium froid et de sodium chaud. Donc, pour des raisons thermohydrauliques, ça fait des battements thermiques. Et la paroi qui est en face, elle voit du froid, du chaud, du froid, du chaud. Au bout d'un moment, elle n'est pas contente, elle fissure. Donc, ça, c'est le faïençage thermique. Donc, on a découvert sur Phénix, on a découvert des fissures de fatigue avec certains matériaux qui n'étaient pas adaptés. On a des problèmes sur des vannes aussi, des problèmes de corrosion. Tout ça, on l'a identifié à Phénix, ce qui fait que grâce au travail qu'on a fait, ce n'est pas survenu à Super Phénix. Il y a eu très peu de fuites à Super Phénix. Contrairement à Phénix, il y a 33 fuites. À Phénix, il n'y a pour ainsi dire pas eu. Il y a eu 2 fuites de 1 cm3 sur un détecteur. Enfin bon, rien, quoi. Par contre, on a une fuite importante sur le barillet de stockage. Il n'y a pas eu de feu parce qu'il y a une cuve de sécurité autour du barillet, donc c'est tombé dedans. Mais dû à des problèmes de corrosion sur un nouveau matériau. Donc on a une fuite importante à Super Phénix. Et là, surtout, la sûreté, brusquement, alors que le réacteur fonctionnait, la sûreté a dit, mais vous avez des tuyauteries sodium qui circulent, si elles se cassent de manière guillotine, des tuyauteries Phi 900. Donc on suppose qu'elles cassent de manière guillotine, pour une raison indéterminée. Même pas de calcul sismique pour justifier ça, simplement une hypothèse sûreté. Qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez une Phi 900 qui se casse, il y a un certain débit de sodium qui sort, et vous avez un grand feu sodium dans le hall, quoi. Donc ils ont imposé de faire un compartimentage. Et donc il y a des gros travaux qui ont été faits en cours de vie de Super Phénix pour mettre un compartimentage de ces tuyauteries, de manière à démontrer que même s'il y avait une rupture guillotine, le sodium s'était canalisé par le compartimentage et arrivé dans des zones de stockage.
Donc on a pu redémarrer Superphénix après 2 ans de travaux, grâce à ces travaux, et malgré la demande de la sûreté. Mais voilà, donc le feu sodium, c'est pas vraiment. Et s'il y avait une fuite, c'est pas une fuite nucléaire. Hein. Le sodium, c'est une fuite chimique, c'est de la chimie classique, quoi. Donc ça, c'est pour les incidents de sodium avec l'air. Maintenant, on va passer aux réactions de sodium avec l'eau. Donc tout le monde sait que le sodium réagit avec l'eau pour produire de la soude et de l'hydrogène. La réaction est exothermique, elle produit beaucoup de chaleur, ce qui conduit à des problèmes de risque de corrosion, parce qu'on a à la fois de la soude chaude et à la fois des risques d'explosion de l'hydrogène. Dans la pratique, si on s'amuse, je l'ai discuté ici pendant l'apéro avec certaines personnes, dans la pratique, si on prend un morceau de sodium, qu'on le jette dans l'eau, le sodium il a une densité de 0,8. Donc il flotte sur l'eau et il va courir sur l'eau en faisant des... C'est très rigolo à faire. On le fait dans le Rhône, on jetait des blocs de sodium pour voir à l'époque. C'est très rigolo. Mais ah oui, au débarrage de Phénix, on apprenait. Et donc il va courir sur l'eau et bon. Là, par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est dans la 16, je mettais du sodium avec des cailloux, avec un chiffon et une ficelle, et on jetait ça dans l'eau au fond de la rivière. Alors là, il ne se passe rien, parce qu'il y a des bulles qui montent, c'est des bulles d'hydrogène, mais comme elles ont le temps de se refroidir en montant dans l'eau, j'étais très déçu. Très déçu, il ne se passait rien. Alors après, on a trouvé comment faire. C'est on prenait un seau, vous mettez pareil, le même système, le sodium, il faut le lester, sinon il flotte et il ne se passe pas grand-chose. Vous le lestez, mettez dans le seau et vous remplissez le seau d'eau. Alors là, vous risquez d'avoir quelque chose de joli, parce que l'hydrogène qui sort, et à un moment, il peut s'échauffer. Enfin, avec l'échauffement, il peut prendre feu. Et là, ça fait un beau boom, c'est joli. C'est ce que font les écologistes quand ils font des vidéos sur le sodium dangereux, rentrez dans l'eau, paf, ça pète. Bon, enfin, ben, c'est triste. Ah, voilà, si vous voulez faire vous amuser, il faut faire comme ça. Il faut prendre un seau et lester le sodium avec un chiffon. Alors, expérience réacteur. Là, on rentre des choses plus sérieuses. Donc, à Phénix, moi, j'ai vécu 5 réactions sodium-eau. Donc, les réactions sodium-eau, on dit aux gens, c'est l'explosion. Non, j'en ai vécu 5. Alors, à Superphénix, il n'y en a pas eu. Hein. Ces réactions ne produisent aucune explosion. Vous avez des modules générateurs de vapeur. Lorsqu'une fissure, l'eau va passer dans le sodium et produire de l'hydrogène. Il y a des mesures d'hydrogène à chaque étage du générateur de vapeur. La mesure d'hydrogène, elle part au taquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez le réacteur et surtout, vous ouvrez les soupapes du circuit d'eau. C'est l'eau sous pression qui rentre dans le sodium. Dès que vous ouvrez la soupape et que la pression d'eau est enlevée, la réaction sodium s'arrête. Donc, ces alarmes qui sont extrêmement opérationnelles, et il y en a 3, un par étage, donc elles se confirment l'une l'autre, hein, évidemment. Ces alarmes conduisent à l'arrêt du réacteur, on dépressurise le circuit d'eau, c'est automatique, tout ça c'est automatique, et après il faut changer le module défectueux. On arrête le réacteur, on sort le module qui a fui, on en met un neuf et on redémarre. Bon. En termes de sûreté, aucun problème. À mon avis, aucun problème. Là, c'est un point de disponibilité, mais en termes de sûreté, les réactions sodium-eau, vraiment, ne pose pas de problème de sûreté. Alors, on rappelle que le sodium secondaire n'est pas actif. Donc, on n'est pas d'un problème d'accident nucléaire, mais d'accident chimique. Alors, par contre, il y a une mauvaise image de marque, parce que dans les premiers prototypes de réacteurs sodium, les gens n'avaient pas pris en compte le fait qu'il fallait intervenir rapidement. Et donc, sur 2 réacteurs PFR ou BN350 en Russie, il y a eu des réactions sodium-eau qui se sont développées et qui ont provoqué des gros dégâts. Et c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les méthodes de mesure et de surveillance correctes. Donc ça, alors, ça a médiatisé ce risque. Alors oui, un petit clin d'œil. Périodiquement, il y a des gens, chaque fois qu'on a un nouveau chef qui arrive et dit mais vous êtes idiot, pourquoi vous mettez du sodium secondaire, du sodium, mettez un fluide qui va transporter la chaleur et qui ne va pas réagir avec l'eau. Donc chaque fois les études redémarrent sur le sujet et puis on arrive au fait qu'on ne trouve pas le fluide qu'il faut, les températures ne sont pas les bonnes et puis s'il passe dans le primaire il pose des problèmes énormes et ainsi de suite. Et chaque fois les études concluent que c'est le sodium secondaire c'est du sodium qu'il faut mettre au circuit secondaire parce qu'il n'y a pas d'autre fluide qui soit meilleur que le sodium. Voilà. C'est pas iodique parce que les
Les gens disent toujours on pourrait mettre de l'étain ou je ne sais pas quoi qui pourrait transporter la chaleur, un temps de vapeur et éviter les réactions sodium-eau. Alors c'est étudié périodiquement tous les 4-5 ans, puis chaque fois on conclut que c'est pas possible. Oui, l'effet de Westhesh, c'est ça qui a produit les problèmes sur BN350 et PFR. C'est-à-dire quand l'eau est sous pression dans le générateur de vapeur à 140 bars, la fissure va faire un jet vapeur et ça crée un effet chalumeau. Vous avez une espèce de pointe rouge qui est chaude, une réaction exothermique, et qui est pleine de soude. Et donc bien, bien chaud, bien corrosif, et avec 140 bars derrière qui poussent. Donc c'est comme un petit chalumeau. Alors on appelle ça l'effet Westhesh. Bon. Alors si on n'arrête pas le réacteur, qu'est-ce qui arrive? On fait un trou dans le tube ou dans ce qu'il y a devant, et ce trou va à ce moment-là renvoyer aussi de la vapeur d'eau, et très vite ça monte de manière exponentielle. Donc il faut arrêter le réacteur. Il faut avoir des mesures qui permettent d'arrêter assez vite le phénomène. Donc les abats qui issus d'essais ont été faites à l'époque et elles donnent le temps disponible pour arrêter le réacteur et dépressuriser avant d'avoir des problèmes et avant de percer la paroi adjacente. Voilà. Donc ça c'est bien connu. C'était pas connu à l'époque de PFR et de BN350, d'où les problèmes. Parce que la réaction sodium-eau s'est développée, elle a fait des trous à droite, à gauche, et puis à la fin, c'est devenu très gênant. Ça, c'est une photo de la première réaction sodium-eau qu'on a eue à Phoenix. Le trou initial se trouve ici. Il fait un petit jet et il crée un trou beaucoup plus important dans le tube qui est en face. Puis après, le réacteur est arrêté. Donc, c'était la première. Donc, les temps d'arrêt étaient supérieurs aux réactions suivantes. Parce qu'après, on a mis tout ça de manière automatique. Toutes les mesures d'hydrogène, c'est mis de manière automatique sur quelque chose qui arrêtait le réacteur et dépressurisé automatiquement, sans action de l'opérateur. Voilà, on a vu l'eau, alors je regarde les temps, parce qu'il faut que je donne dans les temps, parfait. Donc on a vu les problèmes vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis des feux sodium en air. Par rapport aux matériaux, alors le sodium est peu corrosif sur les matériaux. On a toute une gamme d'acide inoxydable et ferritiques qui ont été utilisés sur Phoenix. Ça, dans mon bouquin, on trouve tous les matériaux utilisés. Et ça avait commencé Rhapsody. On avait commencé Rhapsody. Il y a un matériau qui a posé problème, c'est le 321, parce qu'il présente des fissurations différées à chaud dans les zones de contrainte résiduelle. Donc il a fallu après, dans les dernières années de Phoenix, enlever toutes les parties qui étaient en 321 et qui étaient chaudes pour les remplacer par du 316. Le fonctionnement de Phoenix va valider un grand nombre de ces matériaux pour les structures, les assemblages. Les assemblages et gaines ont vraiment fait un développement extraordinaire à Phoenix. Et par contre, pour limiter la corrosion sur les inox, il est nécessaire d'avoir une teneur faible en oxygène, moins 3 ppm. Donc les techniques de purification et de mesure de température de bouchage, on va y venir. C'est ce le point qui est embêtant, enfin embêtant. Il faut un sodium propre. Alors, purification du sodium, c'est miraculeux. Le sodium, c'est un fluide totalement miraculeux. Si tu refroidis le sodium à une température proche de 100 degrés, toutes les impuretés, oxydes, hydrures, se déposent. Et le sodium froid qui sort est pur. Il a 1 ppm. Alors, c'est comme si vous preniez une bouteille de Coca-Cola, vous le mettez au frigo, et que vous approchiez de 0 degré, et tout se dépose, et il vous reste de l'eau pure, de l'eau pure et blanche dans la bouteille. Ça ne marche pas. C'est pareil pour le plomb. Si le plomb, vous refroidissez le plomb, ça bouffe le nickel, ça bouffe tout. Vous refroidissez le plomb, vous l'amenez près de sa température de solidification, il ne sera pas du tout purifié. Il va garder toutes ces cochonneries parfaitement dans l'état. Pourquoi le sodium se purifie, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, c'est assez miraculeux. D'où un système de purification qui a été mis en place sur les boucles sodium. On a un circuit dérivé en continu qui prend le sodium, il le refroidit via des économiseurs, il l'amène sur des filtres à température basse, toutes les impuretés se déposent sur les filtres, il sort pur et il repart de l'économiseur et il repart au circuit. Donc grâce à ça, on arrive à purifier le sodium et on arrive à avoir un sodium propre dans le réacteur. Et alors la qualité du sodium, c'est mesuré par la température de bouchage. C'est un système un peu... Alors ça, c'est l'exemple du pH froid secondaire Super Phoenix. Bon, il y a un filtre comme un filtre inox, quoi. Et donc le sodium refroidi descend là-dedans, les impuretés se déposent là-dedans, et le sodium sort pur.
Là, c'est une vue des cristaux d'impureté qui se piègent dans le filtre du piège froid. Ils passent sur les fils, les fils inox et puis les cristaux se déposent. Et l'indicateur de bouchage, c'est un peu compliqué. C'est simplement pareil, on refroidit le sodium et on l'amène à un endroit où il y a un petit tube et à partie centrale, il y a une ferraille et les cristaux se déposent sur cette ferraille et le débit à ce moment commence à diminuer. Et donc, c'est un petit peu compliqué comme système. Je ne vais pas vous expliquer ça de manière très longue, mais vous voyez, il y a le débit. Vous baissez la température ici, donc les impuretés commencent à se déposer sur la petite tige qui est au milieu du tube, et au bout d'un moment, le débit commence à baisser, parce que ça se bouche. Et alors, au bout d'un moment, quand on arrive à la moitié du débit, on remonte les températures, et là, on en déduit la température de bouchage. C'est un système un petit peu archaïque, mais qui fonctionne très bien, qui donne une température de bouchage. Alors, un problème inhérent au sodium, c'est la corrosion caustique sous contrainte. C'est un problème de fond. Si vous intervenez sur le réacteur, sur des tuyauteries, sur des composants, vous pouvez faire des entrées d'humidité et vous pouvez créer de la soude. Donc quand vous redémarrez en température, la soude va créer des corrosions caustiques sous contrainte à tous les endroits où il y a des contraintes résiduelles. Et c'est des corrosions extrêmement sévères. Et c'est dans certaines gammes de température, et la première gamme, c'est 90 degrés, je crois. Donc quand vous réchauffez un circuit froid et que vous arrivez vers 90 degrés, vous commencez à avoir des corrosions caustiques qui se développent. Donc ce qu'il faut, ça se règle, il faut faire des modes opératoires rigoureux de séchage. Vous pouvez ouvrir un circuit, rentrer dedans et travailler, faire des choses. Mais par contre, après, il faut sécher, nettoyer, sécher à l'air vraiment de manière très poussée. Et après, remettre en sodium seulement après. Alors, à Phoenix, on a sorti X fois les pompes primaires. Et on les a démontées, toutes les pièces, remontées, nettoyées, remises en réacteur. Mais il faut un mode opératoire très rigoureux sur l'humidité. Les échangeurs, on les a sortis, ils ont tous cassé, ils ont tous sorti, tout réparé, tout remis en réacteur. Et les générateurs de vapeur, on a changé toutes les pièces en 321. Donc tout ça, les bouts secondaires, on a eu des fuites, on a eu changé des coudes. Donc tout est faisable, mais il faut se souvenir de ce problème et avoir un mode opératoire très strict. Alors à Phoenix, on suivait la qualité du sodium par des analyses qu'on appelle TASTENA. C'est une perche qu'on rentre. Au bout, il y a un petit système en molybdène. Parce que le molybdène ne réagit pas avec le sodium et n'apporte pas d'impureté. On ramène du sodium et après on l'analyse. Donc on va faire des prélèvements périodiques tous les 6 mois à peu près. Et on a les courbes d'évolution de toutes les impuretés. Et on n'a vu aucune évolution pendant toute la vie du réacteur. Donc on sait que le sodium ne corrode pas les structures. On va dire quelques mots sur le gaz, puisque c'est quand même une réunion où on parle du gaz. Alors, qui dit sodium dit un gaz au-dessus du sodium, évidemment. Alors, à Rhapsody, on a essayé l'hélium, qui a certains avantages, en particulier vis-à-vis des aérosols. Mais ça a été rejeté assez vite pour les problèmes de fuite. L'hélium, c'est un truc qui a tendance à fuir. Et puis les problèmes de coût. L'hélium, c'est quand même cher. L'azote a été rejeté pour des risques de nitruration des aciers. Et donc, finalement, tous les réacteurs de sodium du monde utilisent l'argon, qui est un gaz disponible, pas cher. Il est dense, donc il n'y a pas de problème de fuite. Et il ne réagit pas avec les autres matériaux, il ne va pas créer des problèmes de nitruration, un truc comme ça. Il est assez inerte avec les matériaux. Sa solubilité dans l'argon est faible, dans le sodium est faible. Il y a très peu de solubilité, donc pas de problème. Et il y a de nombreux isotopes connus de l'argon, je crois qu'il y en a 24 de connus, j'ai vu ça dans Wikipédia. Mais sur Terre, 99,6% c'est de l'argon 40. Donc c'est un isotope qui s'active très peu, et son activation produit de l'argon 41 à période courte, environ 1h08, donc aucun problème d'activation. Et donc on met le ciel de pile en légère suppression d'argon pour tenter d'éviter les entrées d'air. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est défini et personne ne reviendra sur l'utilisation de l'argon. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme problème avec l'argon? Ce réacteur russe Ben 600, il faisait les apports d'argon neuf avec de l'argon qui n'était pas suffisamment purifié. Il prenait de l'argon des bouteilles, il envoyait de l'argon. Bon. Et donc il y avait des traces d'humidité dedans.
Et cette humidité a créé ce qu'on appelle des mésos, enfin, c'est créé un mélange d'oxyde de sodium qui sont restés collés dans le sel de pile, sur les parois. Et puis un beau jour, il y a un gros paquet qui s'était formé, le paquet est tombé dans le sodium, et ça a provoqué des bouchages et des ruptures de gaines. Parce que c'est passé dans les assemblages, et puis il y en a certains qui sont à moitié bouchés. Et donc les apports d'argon, maintenant, passent dans des barboteurs NaC ou sodium. Mais à Phénix, ils ont toujours été comme ça. C'était en Russie qu'ils n'utilisaient pas ce système. Donc maintenant, l'argon passe à un barboteur. Les barboteurs, à l'époque, les gens utilisaient du NaC, parce que le NaC est liquide. NaC, c'est un eutectique sodium-potassium, c'est liquide à température ambiante. Mais finalement, c'est assez dangereux comme produit. Maintenant, on passe à des barboteurs sodium avec un petit chauffage qui les maintient à 120 degrés pour être liquide. Alors ça, c'est l'accident russe dû à un problème qui est parfaitement résolu maintenant. Sur Superphénix, et malgré la surpression du ciel, il y a eu une entrée d'air continue pendant environ un mois. Alors parce que les gens d'EDF à Superphénix, ils voyaient la température de bouchage qui augmentait, puis ils disaient « Oh, mais le réacteur est nouveau, il est neuf, c'est peut-être des produits qui se... » Bon, donc ils ne savaient pas trop. Et comme le ciel était en surpression, ils disaient « De toute façon, il ne peut pas avoir rentrée d'air parce que c'est en surpression. » Et en fait, il y a des petits compresseurs qui existent, qui est dans le circuit, et les compresseurs avaient des pressions suffisantes pour envoyer du gaz, parce que c'est leur rôle, les compresseurs. Et les compresseurs avaient des défauts dans les membranes, des trous. Donc le compresseur, quand il fonctionnait pour faire circuler l'argon, il envoyait en fait de l'air dans le réacteur. Donc mine de rien, ils ont quand même réussi à envoyer 120 kg d'oxygène. Et il faudra une très longue campagne de purification pour revenir à 1 ppm. La campagne de purification, il y aura 6 cartouches de piège froid qui vont se boucher, remplacer. À la 6e, on était arrivé à 1 ppm, on a pu redémarrer. Donc voilà le retour d'expérience réacteur. Les problèmes de thermohydraulique gaz. Le sodium chaud crée des aérosols dans le sel d'argon. Quand il est froid, il n'y a pas d'aérosols, mais dès qu'on arrive à 550 degrés, des mouvements convectifs vont déposer des aérosols. Alors ces aérosols vont se promener avec le gaz et peuvent créer des problèmes parce que dans les parties froides, ils vont se déposer. Et en particulier, par exemple, une fois, on a eu des problèmes sur des barres de commande. Bon, c'est pas tellement agréable quand on demande une barre de commande de tomber puis qu'elle tombe un peu difficilement parce qu'il y a une déposition de sodium dans des... Alors tout ça aussi, ça se règle très bien. On a pris des mesures, des chauffages, ainsi de suite, qui font que... Mais il faut le prendre en compte dans la conception. Donc il y a des conséquences sur le design d'un réacteur. Il ne faut pas mettre des dalles froides, parce que les dalles froides, ça fait des dépositions d'aérosols. Et puis la conception des composants doit être faite pour éviter les dépôts d'aérosols. Alors, qui dit gaz dit circuit gaz. Il y a forcément des circuits gaz sur le réacteur. Ne serait-ce que les variations thermiques du réacteur sont des variations. Il y a du gaz qui rentre et du gaz qui sort suivant la thermique. Donc on met des filtres pour bloquer ces aérosols. Alors ces filtres, c'est des filtres de des parties qui sont froides. Donc les aérosols se fichent dessus et la plupart sont régénérables. On met 2 filtres et quand il y en a un qui est plein, on bascule sur l'autre et celui qui est plein, on le chauffe et puis le sodium, on récupère. Et dans les traversées de dalles, la dalle du réacteur, il y a des composants qui traversent, les pompes, les échangeurs. Donc il y a des parties, il y a des espaces annulaires avec les pompes et les échangeurs. Et dans l'espace annulaire, ils développaient des mouvements de thermosiphon. Il y avait des colonnes d'argon chaud qui montaient et qui se refroidissaient en haut et qui redescendaient. Ça faisait des colonnes préférentielles. Ça, on les a mesurées à Phénix. Bon, il faut en tenir compte dans le dimensionnement des structures traversantes, puisqu'on peut avoir une génératrice à 150 degrés, puis une génératrice qui met à 300 degrés parce que le sodium s'est refroidi, parce que l'argon s'est refroidi. Bon, c'est un petit problème très faible à résoudre. Voilà. Thermohydraulique gaz, pas de gros problème non plus. Les gaz de fission. Quand on a des réactions nucléaires dans le cœur, on a des gaz de fission qui vont être dégagés. Alors, ces gaz de fission, habituellement, quand ils se dégagent, dans les gaines, c'est prévu une chambre en haut, et ces gaz de fission vont être dans la chambre.
ils vont se rendre dans la chambre qui est prévue à cet effet. Mais s'il y a une rupture de gaine, à ce moment-là, les gaz de fission vont sortir. Alors, lorsqu'ils sortent, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont stockés dans les réservoirs de désactivation. C'est principalement du krypton et du xénon, qui ont des périodes courtes et qui sont des gaz qui ne sont pas très gênants au niveau rejet. Et donc, lorsqu'ils sont désactivés, on peut les relâcher sans problème. La sûreté est autorisée sans problème le relâchement du krypton et du xénon. Alors, le fonctionnement de Phénix a validé le procédé de recyclage et de purification de l'argon de couverture, ce qui a permis de réduire à zéro les rejets de radioactivité par voie gazeuse. Quand on mesure les rejets de radioactivité, on est dans le bruit de fond des mesures, on n'arrive pas à mesurer un rejet. Et le tritium. Alors, la réaction ternaire produit du tritium dans le cœur du réacteur, environ 1 gramme par an. Mais il s'en produit aussi dans les barres de commande qui ont du bore, mais il reste coincé dans la barre de commande. Le carburant de bord produit du tritium, mais en même temps, il le stocke. Alors, sur les réacteurs à eau aussi, il y a du tritium qui est produit pendant les réactions nucléaires, mais ce tritium, il va rester dans la gaine parce qu'il est en zircaloï. Et le zircaloï est étanche vis-à-vis du tritium. Donc, les réacteurs à eau, il n'y a pas de dégagement de tritium, sauf rupture de gaine, évidemment. Et donc, le tritium reste prisonnier. Et à la hâte, lorsqu'il cisaille les combustibles REB, c'est là que le tritium il récupère, quoi. Nous, par contre, les gaines, le tritium diffuse. On n'a pas, le matériau, ce n'est pas le zircaloï. Donc, nous, on a le tritium qui diffuse à travers les gaines. Donc, on le retrouve dans le sodium primaire. Et après, il diffuse dans les échangeurs. Et on le retrouve dans le sodium secondaire également. C'est marrant que l'acier 316, à 500 degrés, le tritium le traverse et diffuse à travers l'acier. Alors, dans les générateurs de vapeur, on utilisait de l'hydrazine dans l'eau pour des raisons de corrosion côté eau. Et ça fait une émission continue d'un flux d'hydrogène dans le sodium secondaire. Alors, lui, il fait le chemin inverse du tritium. Il diffuse dans le secondaire, après il diffuse dans le primaire. Et alors, il y a un phénomène, c'est que le tritium, il y a une quantité infime, c'est 1 gramme par an, mais il était copiégé par l'hydrogène. Comme le tritium est très proche de l'hydrogène, quand on fait dans le piège froid, quand on piège les hydrures, on piégeait aussi le tritium. Ce qui fait que tout le tritium était piégé dans les pièges froids primaires et secondaires. Quand j'étais responsable des essais à Phénix, je m'amusais à fermer des pièges froids et puis on va monter la teneur en tritium au primaire, par exemple, après de l'avoir monté au secondaire, après d'arrêter un autre piège froid. Enfin, on jouait avec ça pour vérifier les phénomènes de transfert. Mais donc le tritium, c'est un problème qui est réglé dans la mesure où il y a un flux d'hydrogène qui arrive. Dans les études Astrid, où ils avaient fait des études avec un système sans eau et donc sans hydrogène côté générateur de vapeur, ils étaient obligés de remettre un système de production d'hydrogène. C'était un peu compliqué. Alors, rejet écologie. Alors ça, c'est un point très important, c'est parce que ces réacteurs sont extrêmement bons en termes de rejet et d'écologie, même par rapport aux réacteurs à eau actuels. D'abord, les rejets gaz sont nuls et non mesurables. Ça, vous trouverez dans les bouquins les données qui ont été faites sur Phénix et Superphénix. Le tritium est totalement piégé, impossible d'en mesurer en dehors des circuits, dans le circuit secondaire et côté eau, impossible d'en mesurer. Les circuits sodium sont totalement fermés. Donc il n'y a aucun rejet dans l'eau de refroidissement du réacteur, qui est complètement ailleurs. Sur les réacteurs à eau, avec le bore qu'on utilise comme poison, il y a pas mal de rejets. Il y a un certain nombre de rejets qui sont faits dans l'eau des centrales actuelles. Ces rejets sont normaux, ils sont officiels, mais il y a pas mal de rejets. Sur les réacteurs sodium, 0 rejet. Et la dosimétrie, alors c'est fabuleux. Dans la mesure au sodium, on est bien protégé avec des dalles métalliques, on est bien protégé. La dosimétrie est à environ 0,79 ohms/sievert par an sur les réacteurs à eau. Et sur Superphénix, c'était 0,03. Un facteur énorme de différence. Et 0,17 à Phénix, un peu supérieur, parce que j'ai parlé tout à l'heure des opérations de sortie des composants. On a sorti les pompes, les échangeurs, les GV, on les a démontés, on les a réparés. Bon, là, forcément, on prend un peu plus de doses que quand on ne sort pas de composants. Donc, c'est pour ça qu'on a 0,17 à Phénix au lieu de 0,03 à Superphénix.
Mais par rapport au réacteur à eau, alors tous les gens qui venaient travailler sur Superphénix venant d'EDF disaient mais c'est royal ici, on se promène, y a pas... alors que sur le réacteur à eau, il y a beaucoup d'endroits, il ne faut pas aller, quoi. Bon, un petit exemple, la dose moyenne annuelle d'un agent de Phénix, c'était la dose d'un vol aller Paris-Tokyo. C'était un exemple qui parle plus que des millisieverts, c'est des doses extrêmement faibles. C'est parce que c'est l'avantage et l'inconvénient du sodium. Comme les circuits sont fermés, protégés, qu'on n'y va pas, forcément, la manutention se fait en aveugle dans les réacteurs sodium. On n'y va jamais. Les réacteurs à eau, je vous ai déjà visité les arrêts de tranche, on lève la cuve, on voit dedans, on balade les assemblages. Tout ça provoque forcément des problèmes de dosimétrie qu'on n'a pas sur les réacteurs sodium. Bon, moi, je vais terminer par quelques recherches pour le futur. Alors, ça, c'est ce que je dis, mais ce n'est pas forcément la vérité. Alors, détection de fuite, il faut améliorer le design et les tuyauteries droites, on va y venir. Mesure hydrogène, on a développé à Phénix des mesures chimiques plus simples que les mesures qu'on avait avant. Et puis, à température de bouchage, on a un système qui est un peu archaïque. Il faut faire une mesure automatique avec un affichage numérique. Mais il y a beaucoup de conséquences de ce qu'on vient de dire pour le design des réacteurs futurs. Il faut des tuyauteries droites au secondaire, il faut des vidanges rapides, bien sûr. Le compartimentage, il faudra le faire parce que la sûreté le demandera. Il faut mettre des bacs étouffoirs en bas pour que s'il y a des chutes de sodium, ils ne brûlent pas. Il faut prendre des matériaux éprouvés. Il faut éviter d'avoir un système primaire en dehors de la cuve. Et puis des GV modulaires pour avoir des réactions sodium-eau détectées rapidement. Donc il y a plein de conséquences suite au retour d'expérience qu'on a, il y a plein de conséquences pour le dessin des réacteurs du futur. Alors, la première que j'avais mise, c'est l'amélioration du dessin des tuyauteries secondaires droites. Alors actuellement, en Phénix Superphénix, on avait des tuyauteries flexibles. Ça venait de Phénix et à peu près des boucles d'essai. Et donc on mettait des tuyauteries flexibles qui se dilatent avec les différentes températures. Les tuyauteries, elles sont 20 degrés quand on a arrêté, 550 degrés quand on fonctionne, donc elles se dilatent. Et on mettait des tuyauteries qui faisaient des centaines de mètres. Et donc on mettait un calorifuge sur la paroi. Et c'est très gênant parce qu'au démarrage, comme il y a des mesures de fuite qui sont faites avec des perles et des contacts, lorsque les tuyauteries se déplacent, il y a des fuites, des fausses alarmes qui arrivent. Et c'est difficile à vérifier. Quand la tuyauterie est chaude, décalorifugée, pour vérifier qu'il n'y a pas d'alarme, c'est embêtant. Et en cas de fuite, il y a interaction et corrosion des parois. Le sodium réagit avec le calorifuge et fait ce que j'appellerais du merdouillade de sodium. Donc, des produits complexes qui provoquent de la corrosion sur les parois inox. Donc la seule solution, c'est une tuyauterie droite avec le refuge décalé. Là, je vais vous montrer une interaction. Là, vous voyez la grosse partie verte, c'est quand on enlève le calorifuge, on tombe sur la fuite sodium, et elle a réagi à la fois avec le calorifuge et à la fois avec la ferraille. Et donc la sûreté n'était pas contente de ça parce qu'elle avait peur, si on ne détecte pas la fuite, elle avait peur qu'on découpe suivant le pâtier, quoi. Donc la sûreté demandait que si une fuite sodium est signalée, il fallait d'un délai imparti, je ne sais plus si c'était 24 heures ou 48 heures, il fallait dédouaner la fuite. Donc c'était très gênant pour l'exploitant. Pour l'exploitant, c'était très gênant. Et donc à l'avenir, ce n'est pas ça qu'il faut prendre comme solution. Alors, la température de bouchage, je vous ai montré la courbe tout à l'heure, c'est un peu compliqué. On baisse la température, le débit baisse, on fait des mesures avec une règle, on déduit la température de bouchage. Bon, donc tout ça, il faut le numériser. Il faut que ce soit un appareil automatique qui le fasse. C'est pas compliqué. Et il faut l'afficher. À Phénix, on avait des dérouleurs avec du papier. Des dérouleurs, ça, c'est archaïque, quoi. Il faut afficher température de bouchage 110 degrés. L'opérateur, il voit que la température de bouchage est bonne et puis il est content, quoi. Voilà. Et si ces dispositions ont été prises à Superphénix, peut-être que l'accident d'entrée d'air aurait été mieux géré, peut-être. Puis la troisième mesure pour le futur, une mesure d'hydrogène plus simple. Actuellement, on a un système je ne sais pas si j'ai mis non. Le système de mesure d'hydrogène utilisé est fiable. On fait passer, il y a on tire sous vide par rapport au sodium. Il y a un tube, on tire au vide dans le tube. Donc s'il y a de l'hydrogène dans le sodium, il va traverser la paroi, il va rentrer dans le tube. Et dans le tube, il y a un spectromètre qui mesure et qui dit s'il y a de l'hydrogène qui arrive.
Donc il faut une pompe à vide, il faut un spectromètre, un réchauffeur, une membrane, un circuit de vide. Tout ça, c'est un peu compliqué. Ça marche très bien, ça a très bien marché, ça a détecté toutes les réactions sodium de Phénix sans aucun problème, mais c'est un peu cher, un peu compliqué. Alors j'avais été en Inde voir le réacteur FBTR et les Indiens avaient développé une sonde électrochimique avec 2 électrodes d'un doigt de gant en fer et l'hydrogène diffuse et crée une différence de potentiel. Alors, j'ai dit, c'est vachement bien, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a chez nous. Alors, ils m'ont dit, bah, prenez-en un. Donc j'en ai pris un. Eux, ça les a arrangés parce qu'on validait, c'est une mesure nouvelle qu'ils avaient fait. Donc on validait leurs mesures. Donc eux étaient intéressés. Ils m'ont envoyé dans une caisse gratuitement un Phénix. On l'a monté. Et dans le bouquin, vous verrez les courbes, les 2 appareils ont les mêmes courbes, les mêmes suivis en cas de... Parce qu'on fait des essais périodiques sur les boucles. On injecte de l'hydrogène tous les mois par un petit truc et on vérifie les montées des mesures, que toutes les montées soient correctes. Et on a toutes les montées avec ce système indien qui était beaucoup plus simple et sont identiques aux mesures qu'on faisait avec le circuit plus compliqué. Donc on l'a installé ça en 2007, ça a montré une bonne corrélation. Dans le futur, ça serait intéressant de retrouver ça, d'aller voir nos amis indiens, d'en acheter peut-être, ou de le faire nous-mêmes. J'arrive à la conclusion. 11h49, je ne suis pas trop mauvais. Là. Il y aura du temps pour les questions. Conclusion, la chimie du sodium a été développée de Rhapsody à Phénix, Peter Phénix, donc il y a vraiment un développement important qui a été fait. Le développement a permis la mise au point des mesures et des modes d'action nécessaires au fonctionnement. Le développement effectué, à mon avis, reste faible à la marge. C'est 3 choses qu'on a vues. Mettre des tuyauteries droites dans les circuits secondaires. Au passage, on gagne 50% sur le volume du circuit secondaire quand même en faisant ça. On met des tuyauteries droites avec soufflet qui reprennent les dilatations. Ça permet de ramener les boucles secondaires près du primaire. On gagne 50% du circuit secondaire, c'est pas négligeable. Et après, on peut suivre facilement les fuites. Puisqu'on peut, du moment que la tuyauterie droite est fixe, on peut mettre un calorifuge décalé. Et s'il y a une fuite qui arrive, il suffit d'ouvrir le truc et on voit s'il y a une fuite. Et par contre, ce qui est important, c'est que l'expérience de la chimie doit avoir une influence sur le design des réacteurs du futur. C'est-à-dire que le choix de matériaux, le choix de GV modulaire qui permet d'arrêter rapidement en cas de réaction sodium, le dessin des circuits secondaires et primaires avec des tuyauteries droites et un circuit primaire qui ne sort pas de sodium, le mode de vidange des circuits, les bacs étouffoirs, le compartimentage, les modes de mesure, tout ça, ça a été développé et il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on va dessiner les réacteurs du futur, il faut prendre tout ça en compte. Mais si on prend tout ça en compte, à mon avis, il n'y a aucun problème de sûreté ou de sécurité. Voilà, c'est ma conclusion. Oui, il y a une question que je me posais. Là, en ce moment, il y a des pics de chaleur. Et donc, il y a des centrales qui sont mises au ralenti parce que le Rhône est trop chaud. Ce type de réacteur, comment ce type de réacteur se comporterait en cas de pic de chaleur? C'est exactement pareil. L'arrêt de réacteur dont on parle, c'est sur la Garonne, je crois. Oui, c'est parce qu'au niveau, je dirais, écologie, quand la température de l'eau monte, le 10e de degré qu'apporte le réacteur sur l'eau devient, pour les écologistes, intolérable pour les poissons. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle on arrête le réacteur. C'est le rejet thermique dans l'eau. Alors, si vous avez un réacteur où le rejet thermique est effectué par des cheminées, vous n'avez pas de problème, vous envoyez de la vapeur d'eau en l'air. Mais si par contre le rejet thermique se fait dans l'eau et qu'en plus le débit d'eau baisse, au bout d'un moment, vous avez 0,1, 0,2 degrés de plus. C'est les mêmes quantités de rejet thermique. Voilà. Merci pour cette présentation. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, les écologistes n'ont aucun poids à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas dire que c'est de leur faute si ces trucs-là ne redémarrent pas. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de mouvement pour redémarrer ce type de réacteur actuellement en France et qui est contre, en fait? Qui est contre? Alors, pour Superphénix, l'arrêt est quand même bien dû aux écologistes. Mais c'est vieux, mais il y a toujours le groupe écologiste, Parti socialiste et LFI qui sont contre le nucléaire en général. Et donc, lorsqu'on dit qu'on a un réacteur qui peut produire du courant électrique pendant des milliers d'années, ils espèrent toujours que l'uranium
qu'on n'aura plus d'uranium pour faire marcher les réacteurs, quoi. Et donc, quand on explique l'inverse, c'est chiffon rouge. C'est chiffon rouge, il faut être conscient. Alors, pourquoi ça ne redémarre pas? Je crois que c'est difficile. Si on redémarre, il faut un peu d'argent. Il faut construire un réacteur. Pour un réacteur sodium, on n'est pas obligé de faire un prototype. On a toute la connaissance pour faire directement un réacteur de puissance correcte. En correct, ça discute. Hein. Astrid, c'était 600 MW. Astrid. Et grosses discussions entre CEA, EDF, Areva. Bon, premier 600, on pourrait faire 1500 ou ce qu'on veut. Il n'y a pas de différence fondamentale. Donc après, il faut lancer ça. Il faut lancer l'usine de fabrication de combustible. Donc tout ça, il y a deux choses à lancer. Ça demande un peu d'argent et ça demande une volonté politique. Alors là, ce qu'on promet avec ces réacteurs, c'est que dans 30 ans, ces réacteurs vont fonctionner sans importation d'uranium. Mais les braves gens qui seront au pouvoir, dans 30 ans, ils ne seront plus. Ils réfléchissent, est-ce qu'on sera encore au pouvoir dans le mois qui suit? Donc, leur parler des projets. Mon bouquin, je l'ai envoyé à tous les ministères, là. Ils m'ont répondu par une belle lettre disant merci beaucoup, on va le lire. J'avais mis dans ma lettre, je suis prêt à venir pour faire une conférence, vous expliquer des choses, discuter, tout ça. Que dalle. Aucun ministère, le bouquin, ils l'ont mis je ne sais pas où, aucun ministère n'a fait de réunion, on a discuté avec nous de l'aspect technique. Voilà. Donc la réponse est là. Les ministres actuellement, ils ne savent pas s'ils sont encore ministres dans 15 jours. Donc leur parler de choses pendant 30 ans, c'est malheureux, mais on a du mal à avoir une vision. Et qu'en est-il en cas de rupture de gaine, par exemple, sur la réactivité du sodium avec les produits de fission? Est-ce qu'il y a des amalgames particuliers qui se forment? Est-ce que ça a été regardé, ça? En cas de... En cas de rupture de gaine. Oui, bien sûr, ça a été remarqué. En cas de rupture de gaine, quand le sodium, quand vous avez une rupture de gaine, on a vu que tout à l'heure que les gaz de fission, ils étaient sous pression dans la gaine. Ils se dégagent, et il y a une petite cavité en haut qui est prévue pour qu'ils s'accumulent dedans. Donc ils sont sous pression. Quand il y a une rupture de gaine qui se produit, ces gaz sous pression, ils vont sortir en premier. Donc ils sortent, et si on les détecte, on a ce qu'on appelle une détection de rupture de gaine, DRG, qui est dans le sel de pile et qui mesure. Et donc on voit la rupture de gaine qui arrive. Ces gaz de fission qui sortent, qu'ils ne devraient pas être là, quoi. Et donc il y a une DRG qui me dit attention, vous avez une rupture de gaine. Et après, si on laisse la rupture de gaine se prolonger, tout le gaz sort, et là le sodium va rentrer. Et là par contre, le sodium, quand il rentre, il réagit avec le combustible, et il fait des produits qui ressortent également. Et donc là, il faut arrêter, parce que sinon, on va pourrir le sodium avec des produits du combustible, du césium, tout ça, enfin des produits qui ne sont pas agréables. Donc on a une détection assez rapide de ce qui se passe. Et puis après, on a un système tournant et on vient au sud du cœur avec trois assemblages, et on détecte celui qui est fuyard, et on le sort, et on en met un autre, et on démarre. On perd quand même quelques jours de fonctionnement. Moi, une petite question sur les nouveaux projets de réacteurs, les petits réacteurs. Bon, il y en a qui sont au sodium. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on voit bien qu'on va avoir du mal à passer de l'EPR tout de suite, à un gros rapide tel que Superphénix. Donc, est-ce qu'on peut passer par la voie des petits réacteurs? Oui. Alors, actuellement, sur les startups qui ont été lancées suite au programme 2030, il y a un réacteur sodium qui tient la route, c'est Hexana. Après, il y a 2 réacteurs à sel fondu, Narea et Stellaria, qui travaillent sur les sels fondus, et Nucléo, sur les réacteurs au plomb. Ça, c'est les réacteurs rapides actuellement en étude, quoi. Nucléo, ils sont actuellement 840 personnes, quand même, c'est énorme. 840. Tu sors à la Part-Dieu, tu as un grand immeuble écrit Nucléo, flambant neuf. À Avignon, ils ont une antenne de 70 personnes. Moi, j'étais à Turin. Ils ont un grand centre à Turin de 200 personnes. Ils ont un centre à Londres. Ils sont en discussion avec la Slovaquie. Enfin, ils sont extrêmement actifs. Hein. Ils ont acheté un terrain à Chinon pour faire leur prototype. Et ils veulent acheter un terrain à Chusclan, près de Marcoule, pour faire leur usine de fabrication de combustible. Enfin, ils sont extrêmement dynamiques. Hein. Bon, je dis ça, c'est de l'information, hein, c'est factuel. Alors, ta question, c'est quel réacteur faudrait faire en premier? Alors, si on fait un réacteur sodium, sur Astrid, après discussion, c'est arrivé à 600 MW.
Alors les discussions sont toujours un petit peu foireuses parce qu'il y a EDF qui sait qui va payer à l'arrivée, qui dit « Oh non, plus c'est petit, mieux ça vaut ». Et puis Framatome qui sait qui c'est lui qui va construire, qui va gagner de l'argent, qui dit « Non, on peut faire un gros directement ». Bon, donc après, c'est des bras de fer entre toutes ces boîtes et on arrive à une puissance. Mais on n'a pas un prototype. Hein. On sait quel matériau prendre, on sait quel combustible mettre, on sait tout, quoi. Il suffit de s'y mettre. Voilà. Il suffit de s'y mettre. Donc la puissance. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que entre un 600 MW et un 1000 MW, il n'y a pas de grosse différence en dimension. Oui, Joël, toi, tu es un homme de réacteur, donc tu expliques bien tout ce qu'il faudrait faire pour le réacteur. Après, il y a le cycle du combustible. Donc, c'est pas le même combustible que dans les PWR. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a aussi un panel de nouvelles études à faire pour développer le retraitement des combustibles des rapides? C'est une bonne question, parce que par définition, les rapides n'ont d'intérêt que par leur cycle. Des rapides qui n'ont pas un cycle en place, c'est aucun intérêt. Le premier truc, c'est la fabrication. Donc ça, on savait faire. Le Nucléo a fait des séminaires avec les anciens qui avaient travaillé et fabriqué les combustibles Superphénix. Donc il a toutes les données de fabrication et lui est prêt à se lancer. Il veut simplement qu'on lui fournisse les matériaux. Le plutonium et les propriétés EDF, il est chez Orano, mais propriétés EDF, il veut qu'on lui en fournisse, quoi. Il veut bien le payer aussi, d'ailleurs. Mais tout ça, c'est politique. Mais donc, il faut fabriquer le combustible, on sait faire. Lors des études Astrid, on a refabriqué 200 à 300 pastilles à Mélox, à Marcoule. Et ça n'a pas posé de problème particulier. Ça n'a pas été fait de manière industrielle sur les grandes chaînes. Ça a été fait dans leur labo qui est en haut, qui est plus labo qu'industrie. Mais enfin, on sait faire. Ils ont refait 300 pastilles qui étaient bonnes et utilisables. Donc ça, il faut que fabrication de combustible, c'est un problème d'argent, il faut faire une usine et fabriquer, mais c'est faisable. Alors après, ça va en réacteur, ça sort, et là, il faut retraiter. Donc dans mon bouquin, j'ai un annexe où j'explique le retraitement qui a été fait pour combustible Phénix. Et à Phénix, c'est des tonnes de combustible qu'on a retraités à La Hague. Avant, on les a retraités dans différentes installations à Marcoule, mais après, ça s'est terminé à La Hague. À La Hague, ils ont retraité des tonnes de combustible. On a extrait je ne sais plus combien de tonnes de PU qui ont été réutilisées pour faire du combustible pour Phénix. 2 fois, 3 fois. Donc on savait faire il y a 30 ans. Et les installations qui faisaient ça il y a 30 ans, enfin 30 ans, 50 ans, je commence à être vieux. Mais on savait faire ça il y a 50 ans, c'est les mêmes installations qu'aujourd'hui. Donc, et moi, j'avais discuté à La Hague avec des gens de la base du retraitement. Ils m'ont dit aucun problème, il y a un peu d'insoluble en plus, mais il suffit de retraiter en même temps que les combustibles de réacteurs à eau et ça se règle. À la base, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, les chefs, ils te disent il faut de l'argent, il faut quelques milliards pour pouvoir remettre les chaînes en état. Bon. Après, là aussi, c'est un jeu politique. Mais il n'y a aucun problème technique de base pour le retraitement. La question qu'on pose, évidemment, dans ces choses-là, c'est que comme, malheureusement, les constructions ont été reportées au calendrier grec à chaque fois, c'est le maintien des compétences, puisqu'on on voit bien qu'elles existent, mais est-ce qu'elles existeront lorsque les décisions seront prises? On ne sait pas quand ça va être fait. Je pense, en effet, que ça me semble difficile de les éviter à moyen et long terme, mais à court terme, ce n'est pas évident qu'on commence la construction. Donc, il y a des choses qui ont été faites pour garder ces compétences, pour former les gens, en sachant que, malheureusement, il n'y a plus de réacteurs de ce type en activité en France. Alors, pour le maintien des compétences, quand j'ai fait mes bouquins, là, c'est la théorie des fractales, c'est-à-dire qu'on peut résumer tout Phénix en 2 pages, par exemple. Après mon bouquin qui pèse 1 kilo, on va trouver en 20 pages les matériaux, et il y a des références. Donc après, si on va chercher les références, elles vont donner d'autres références, ainsi de suite. Ceci étant, il y a un certain nombre de références qui sont dans le bouquin. Maintenant, pour les trouver au CEA, c'est pas évident, parce que la gestion des archives n'est pas forcément, au CEA ou au EDF, la gestion des archives n'est pas forcément au top. Alors, l'IA pourrait faire des choses, parce que l'IA est une grosse avaleuse de données. Donc, si tu vas aux archives, tu arrives avec 2 mètres de... Je sais pas. Moi, quand je faisais mon bouquin, je prenais
tous les documents sur la neutronique, par exemple. Je ne suis pas neutronicien, donc je prenais tous les documents sur la neutronique, je voyais une pile comme ça, je lisais, puis je dis, bon, moi, je garde ça, et je faisais 20 pages de résumé. Après, je faisais une réunion avec les neutroniciens, je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou est-ce qu'il y a des choses fausses, ou est-ce qu'il manque des choses? Et après, quand j'avais le label des neutroniciens, j'avais terminé mon chapitre, je passais au suivant. Ça, c'est un travail typique d'IA. On prend 2 mètres de trucs, on le met dans l'IA. Le problème, c'est qu'après, il faut quand même cette réunion avec des gens compétents pour valider ce que va sortir la machine, quoi. Et c'est là que c'est problème. Parce que dans les documents, il y avait des contradictions. Parce qu'il y a une évolution dans le temps. Donc des neuroniciens avaient écrit des choses 20 ans avant, puis 20 ans après, d'autres écrivaient l'inverse. Et donc il fallait des réunions avec des spécialistes pour faire le tri. Alors que l'IA ne fait pas le tri, l'IA fait une espèce de statistique. Si quelqu'un a écrit plus de conneries qu'une personne qui était compétente, qui a écrit très peu, l'IA va faire une sélection sur le volume, tu vois. Donc, faut pas être... L'IA, c'est un outil, c'est comme un marteau. Pour forcer des clous, puis on peut tuer quelqu'un, quoi. C'est un outil, c'est pas quelque chose de miraculeux. Mais l'IA devrait bien utiliser pour servir à transfert de connaissances. Alors, je voudrais poser une question aussi un peu du même genre, parce qu'indépendamment du nucléaire, si je ne me trompe pas, les centrales solaires, notamment en Chine, sont faites avec des sels fondus, couplés à un générateur de vapeur. Est-ce que tous ces retours d'expérience sur des systèmes non nucléaires ne peuvent pas aider à la promotion de centrales utilisant ces technologies? Je ne sais pas combien de pays travaillent là-dessus actuellement, mais dans le désert de Gobi, il me semble que c'est du sodium fondu à 1200 degrés. Oui. Alors, il y a des échanges avec les... il y a eu un très gros incident de feu sodium sur une station solaire à Almeria, en Espagne. C'est suite à cet incident qu'ils ont obligé Superphénix à compartimenter. Et c'était solaire qui avait explosé avec du sodium fondu à haute température. Et actuellement, Exana essaye, pour des raisons médiatiques, d'éviter des réactions sodiumo. Donc il met du sel plutôt que de l'eau. Et c'est ce sel qui va soit stocké chaud pour apporter de l'énergie au soir quand on a besoin d'énergie, et suivre le réseau, quoi. Soit utiliser le sel pour faire directement de l'électricité après avec de l'eau, quoi. J'avais une petite remarque et une question. La remarque, c'est par rapport aux évolutions sur les mesures dans le sodium. On continue à travailler sur la partie mesure de l'oxygène, notamment à l'ICSM avec les collègues du DTN, sur des indicateurs électrochimiques, un peu sur le modèle ce que vous avez mentionné sur l'hydrogène, avec des membranes électrolytes en oxyde de thorium. C'est intéressant de travailler là-dessus, parce que c'est des choses qu'on construit, il faut les avoir sous la main, quoi. C'est des études, on a une thèse qui se soutient à la fin de l'année, et ça continue. Vous avez pu récupérer celui qui est à Phoenix? Je crois pas. Il faut y aller, Je sais où il est. Ma question, c'est, vous avez parlé du faible nombre de problèmes de sûreté, finalement, mais plus de problèmes de disponibilité. Quel est le Rex de Superphénix là-dessus? C'est-à-dire, quel était le temps utile du réacteur sur ces dernières années d'utilisation où ça tournait de manière un peu rodée? Comment ça se compare à un REP actuel? Alors, Superphénix se compare très mal à peu près à tout, parce que le Superphénix il n'a bien marché que la dernière année, que la première et la dernière année. Et entre deux, il y a eu l'incident du barillet, il y a eu l'incident de l'entrée d'air, où ils ont été une longueur incroyable pour redémarrer. Et après, ils ont été bloqués par la sûreté pour le compartimentage. Et donc, ils ont plus de la moitié du temps été à l'arrêt et capables de démarrer et attendant les autorisations. Donc, on était dans le collimateur des écologistes, du Parti socialiste, enfin de tous ces gens qui voulaient sortir du nucléaire sans le dire. Et donc, on était complètement dans le collimateur, ce qui fait que c'est incroyable d'être la moitié du temps, sur 10 années de fonctionnement, la moitié du temps est en état de fonctionner et sans avoir l'autorisation. Donc, c'est difficile de partir. L'autorisation qu'on l'a eue la dernière année, on a fonctionné parfaitement la dernière année, 80%. Mais on a un pays très riche, on peut arrêter un réacteur qui fait 1200 MW, qui peut marcher 50 ans, et puis on l'arrête pour faire plaisir à des... sans aucune justification technique ou de sûreté. Moi, j'ai juste une question complémentaire de celle de Christian Bonnet tout à l'heure. C'est que dans le cycle, après, il y avait l'avantage, c'est qu'on pouvait imaginer d'utiliser les réacteurs à neutrons rapides pour gérer les actinides mineurs.
Et donc, tu n'as pas du tout parlé de ce sujet-là, qui me semble quand même très important du point de vue de l'acceptabilité du nucléaire. C'est une très bonne question. C'est la loi Bataille. C'est tous les travaux faits sur la loi Bataille, donc des gros rapports qui sont sortis à l'époque. Donc, résumer tout ça en 30 secondes. Je vais résumer ça en 30 secondes. La première chose, si on veut enlever les actifs mineurs, sont extrêmement gênants pour le stockage à long terme des déchets. Hein. Moi, j'ai vu des études sur CIGEO. S'il n'y avait pas d'américium, on gagne un facteur 3 sur la surface de CIGEO. CIGEO est chiffré à 70 milliards, je ne sais pas quoi, il en fera beaucoup plus. Donc, c'est quand même intéressant de supprimer l'américium. Donc, la première chose, peut-on le séparer, l'américium, lorsqu'on fait la séparation, transmutation à la guerre? Les résultats des rapports Bataille disent que oui. On sait faire, on a les bons produits, il faut créer la chaîne. Mais on sait séparer l'américium du neptunium. On peut aussi en séparer le neptunium. Et puis le troisième, c'est je ne sais plus quoi, mais lui, il pas de 5 ans, c'est pas grave. Mais le neptunium, alors après, quand tu les as séparés, il faut savoir ce qu'on peut en faire. Donc le neptunium ne pose aucun problème. On peut le remettre dans le combustible normal. Pour rapide, il ne pose pas de problème. Donc ça, c'est gérable. C'est l'américium qui pose problème. C'est lui le plus embêtant pour le stockage à vie longue. Et c'est lui qui pose problème au niveau neutronique. Si on le met en quantité dans le réacteur, ça pose problème. Donc c'est les fameux modes homogènes et hétérogènes. Si l'américium, on veut le mettre en mode homogène, dilué dans le combustible, ça ne marche pas. Si on en met beaucoup. Tu as toujours un peu d'américium. J'ai calculé à Phoenix, les assemblages étaient un peu vieux. Et le plutonium, il y a un isotope qui, tous les 5 ans, qui produit de l'américium. Donc on avait fait les calculs. On avait un demi-kilo d'américium, je dirais, naturel, qui était dans le réacteur, qui ne gênait pas. C'est quand tu veux en mettre beaucoup que là, tu as des problèmes neutroniques. Alors après, il y a des gens qui ont développé des conceptions hétérogènes. C'est-à-dire on bourre un truc d'américium qu'on met en périphérie. Et puis, au bout d'un certain temps, et d'un temps certain, on sort ça, il faut retraiter, il faut ressortir. La moitié de l'américium a disparu, mais tu as créé du californium, du ceci. Bon, c'est toute une usine à gaz pour pas grand-chose, quoi. Et donc, la sûreté avait carrément dit l'IRSN avait dit que c'était plus négatif que positif, quoi. Parce que, bon. Donc, cet aspect-là, il est pas réglé. Alors, dans les réacteurs qui sont à l'étude, le seul réacteur qui serait idéal pour ça, c'est le réacteur à sel fondu. Lui, tu mets l'américium dedans, c'est au revoir, et il n'y a aucun problème. Mais après, il faut que ça marche, un réacteur à sel fondu. Il y a un développement à faire énorme, mais on n'est pas sûr qu'à l'arrivée, ça fonctionne. Le problème de matériaux qui ne sont pas résolus. Un réacteur, c'est des matériaux. Le réacteur sodium, on a les matériaux qu'il faut. Les réacteurs au plomb ou les réacteurs au sel fondu, les matériaux restent une inconnue. Elle ne peut pas ne pas être reliée à Bernard Bigot. Quand j'ai visité avec Bernard Bigot, j'étais dans la suite intelligence naturelle, Bernard Bigot. Tu as parlé d'intelligence artificielle et de contradiction. Et je me souviens qu'une des questions de Bernard Bigot, c'était de dire, j'ai bien regardé le dossier, il y a plusieurs explications possibles des pertes de puissance inexpliquées, remarquées. Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Je ne sais pas qui dirigeait la visite, c'était toi. Donc, Bernard Bigot avait déjà remarqué une contradiction dans les archives. C'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que tu te rappelles ou c'est moi qui... Est-ce que ça existe toujours, le problème? Est-ce que c'est un truc mineur? L'accident par réactivité négative, on l'avait expliqué. Et il y a un chapitre entier de mon livre Phoenix qui donne toutes les hypothèses qui ont été déroulées et qui ne marchent pas et qui donnent la solution. Ceci étant, c'est une solution qui est impossible à démontrer par calcul. Parce que c'est trop... Enfin, il faut lire là, je pourrais faire une présentation. Théorème de Gödel, pas mort. Parce que c'est une histoire d'un instrument de création de radioisotopes qui avait été mis près du cœur pour faire des radioisotopes. Et le débit de sodium n'était pas suffisant dedans. Donc ça s'est échauffé. Le sodium est rentré en le sodium, lorsqu'il passe à 900 degrés, il ne va pas se vaporiser tout de suite. Il passe en température supérieure. Il passe à 910, 920. Puis brusquement, c'est l'ébullition, mais c'est brutal à ce moment-là. C'est un peu pas comme une explosion, mais tu as un gros volume qui est aussi te relâché rapidement. Et c'est ce volume qui, arrivant en surface, a fait un mouvement du cœur. On a fait des calculs qui sont dans le chapitre, qui montrent que ce mouvement explique en gros, c'est un mouvement d'1 millimètre suffit. Hein. Et donc ces mouvements expliquent en gros la variation de réactivité négative. Mais après, tout ça, les calculs deviennent compliqués. Les calculs plexus, tout ça, c'est pas très précis.
Pour moi, c'est un problème résolu. Il y a un chapitre entier qui l'explique. Pour moi, c'est résolu. Ok, merci beaucoup.